Je sais que vous aimez les histoires de bijoux. Alors aujourd'hui, je vous propose, juste après avoir écouté ce podcast, d'aller sur un autre podcast, La Voix des bijoux. C'est le tout nouveau podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef et Arpels. Il se présente en saison de 4 histoires, en version française comme en anglais. Et rien que dans la première saison, on y évoque le collier de Jeanne du Barry comme les grilles de mariage de Rihanna. Je suis sûre que vous pensez comme moi. Des podcasts de bijoux, il n'y en aura jamais assez. Alors, pour écouter La Voix des bijoux, c'est sur le site de l'École des Arts Joailliers et sur toutes les plateformes d'écoute. Vous le reconnaîtrez facilement sur votre application préférée, car la vignette, c'est la broche Ruby Lips de Salvador Dali reproduite par Henry Caxton. Alors, à vos écouteurs. Parce que chaque semaine qui commence est un nouveau départ, j'avais envie de vous lire une histoire. Alors je vous propose le bijou comme un bisou du dimanche soir. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans les archives de la bibliothèque musée de la Comédie Française pour parler des bijoux de théâtre avec Agathe Sanjuan, la directrice de la bibliothèque musée. Bonjour Agathe. Bonjour Anne. On parle de cette bibliothèque musée parce que il y a effectivement une exposition à l'École des Arts Joailliers avec justement les bijoux de la Comédie Française. L'idée, c'était pas de faire une exposition, c'était d'étudier tout simplement cette collection qui était mal connue. C'était une manière de documenter le spectacle plus largement. Or, quand on a commencé à discuter avec l'École des Arts Joailliers et ses professeurs, il nous a semblé intéressant justement de faire une étude spécifiquement sur le bijou de scène, puisque c'était un terrain à défricher. Il y avait très peu de choses qui avaient été publiées sur le sujet. Nous avons observé ces bijoux, des spécialistes, des matériaux, de l'histoire du bijou sont venus pour faire des observations et se sont étonnés finalement de la facture de ces bijoux et aussi de leur histoire singulière, puisque ce sont des bijoux qui sont bien tracés, c'est-à-dire qu'on sait qui les a portés, souvent on sait aussi dans quelle pièce, et donc tout ça donne quelque part du prix à ces bijoux également. Et puis assez vite est venue l'idée de faire une exposition, alors une exposition qui est peut-être un petit peu différente de celle que l'École des Arts Joailliers a l'habitude de faire, puisque nous ne présentons pas que des bijoux, nous présentons aussi du dessin, de la peinture, de la sculpture, des photographies. L'idée étant de montrer que le bijou de théâtre, eh bien, il est porté dans ce contexte et donc qu'il a également une valeur fonctionnelle quelque part. Donc la documentation, les archives, l'iconographie servent à représenter les usages de ce bijou de scène. Alors moi j'imaginais que de la même façon qu'un metteur en scène décide du décor derrière lui, ben, il décide globalement des vêtements de l'acteur et de ses bijoux. Est-ce que c'est complètement idiot comme pensée et jusqu'où on peut remonter donc avec vous? Alors, c'est pas du tout, idiot, au contraire, en fait. C'est effectivement comme ça que ça se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est vraiment la vision contemporaine des choses. Aujourd'hui, le créateur du spectacle, c'est un metteur en scène qui, va venir, en l'occurrence, à la Comédie Française, puisqu'on se trouve dans ce contexte, avec une équipe artistique qui est composée de toute une équipe. En général, il y a un scénographe, un costumier, et donc le costumier, qui est un créateur, va dessiner, ou concevoir des maquettes qui vont être réalisées par les ateliers, et dans ces maquettes, il y a tout un tas de détails ou même parfois, ces détails sont précisés en essayage. En tout cas, c'est lui qui va être le concepteur du bijou, bien entendu en lien avec le metteur en scène, puisque c'est le metteur en scène qui chapeaute l'homogénéité globale, du spectacle. Mais ça n'a pas été toujours conçu de cette manière-là, et c'est ça aussi que va nous expliquer cette exposition. Nous, on remonte dans l'exposition, grosso modo au début du XVIIIe siècle. Alors nous n'avons pas de bijoux pour ces périodes-là, hein, les premiers bijoux de scène que l'on conserve, c'est toute fin du XVIIIe, début XIXe. Mais en fait, on sait très bien à cette époque-là comment fonctionne le costume de scène, et le bijou est évidemment étroitement lié au costume de scène. Dans ces premiers temps du bijou de scène,
C'est quelque part le comédien qui est responsable du bijou en rapport avec le costume. Avec une petite subtilité, c'est que pour jouer certaines pièces, il y a des bijoux nécessaires. C'est-à-dire des bijoux qui ne sont pas simplement, l'ornement de l'acteur lui sert à incarner son personnage et qui est en lien avec le costume. Ce sont des bijoux qui jouent. C'est-à-dire que ce sont des bijoux sans lesquels la pièce n'a pas de sens. Quand dans le texte même de la pièce, il y a des références à un bijou qui a évidemment toujours une valeur symbolique. Souvent dans la tragédie, pour les bandeaux, les couronnes, les diadèmes, c'est, le symbole du pouvoir. Ça peut être le symbole d'une transmission de pouvoir quand on couronne quelqu'un, par exemple. Eh bien, évidemment, c'est compliqué de jouer la pièce si on n'a pas sous la main ce bijou-là. Et comme l'institution théâtrale se méfie un tout petit peu de ces comédiens, ils ne laissent pas ces bijoux-là fonctionnels à la responsabilité des comédiens. Donc, en fait, c'est le théâtre qui va fournir ces types de bijoux-là qui ont donc une valeur dramaturgique dans la pièce. En fait, on repère à cette époque-là qu'il y a deux types de bijoux. Il y a les bijoux fonctionnels qui sont fournis par le théâtre et les bijoux ornementaux qui sont des compléments du costume qui sont, eux, procurés par les comédiens. Il y a très longtemps, on m'avait raconté que quelquefois, les jeunes filles du théâtre avaient des protecteurs et donc elles leur demandaient de faire des bijoux en vrai. Et ce qui fait qu'un petit rat, par exemple, pouvait avoir un bijou en vrai or, alors que le numéro un de la scène, lui, avait un bijou en toc. C'est tout à fait vrai. Donc les comédiens, effectivement, à cette époque lointaine, donc au XVIIe, XVIIIe siècle, avaient ces protecteurs qui leur fournissaient déjà les costumes, parce que les costumes étaient des costumes extrêmement coûteux, qui s'apparentaient à des costumes de cour, entièrement ornés de pierreries, de broderies d'or et d'argent, qui s'apparentaient quelque part aussi à du bijou. Pourquoi ils étaient tellement ornementés, ces costumes? C'est que sur scène, vous aviez des spectateurs. Donc, il fallait en imposer, on va dire, par rapport à ces personnalités. En plus, c'était les places les plus chères qui étaient situées sur scène. Donc, les personnages, justement, qui avaient du poids économiquement et socialement, qui pouvaient parfois être amenés à parler aux acteurs pendant la représentation, à interrompre le cours de la représentation. Donc, ça faisait vraiment partie du métier de comédien d'avoir de très beaux costumes, à la fois donc pour l'incarnation, mais aussi pour en imposer, pour être vu dans cet ensemble qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, qui était une représentation théâtrale, qui n'était pas du tout comme aujourd'hui, un lieu où les gens écoutent sagement une représentation. En fait, c'était un lieu de très forte interaction entre les artistes et le public. Ce que vous m'expliquez, c'est qu'au XVIIe, XVIIIe, il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas le théâtre qui décidait du costume. Non, le costume était vraiment la prérogative du comédien, parce que déjà économiquement, il en était responsable. Donc c'était lui qui décidait de la manière dont il allait être habillé sur scène. Donc il fallait qu'il soit le plus beau possible, le plus richement paré, quel que soit son rôle en fait. Il y a des sensibilités différentes quand même parmi les comédiens. Il y en a certains qui ont quand même le goût pour le costume juste. Ça, c'est quelque chose qui va se développer en fait au cours du XVIIIe siècle. Mais c'est vrai que le costume a une qualité de monstration du comédien, tout simplement. Et donc, comme vous le disiez tout à l'heure, on pouvait tout à fait se retrouver avec des aberrations du point de vue du sens de la pièce, avec des soubrettes qui allaient être parées comme des reines. Et à côté, bah oui, le personnage principal de la pièce qui, lui, était un petit peu moins doté en garde-robe et qui pouvait avoir une parure moins prestigieuse. Ça ne gênait pas le public dans la mesure où le théâtre était un théâtre de convention. On acceptait que les personnes qu'on avait sous les yeux, qui étaient des acteurs qui incarnaient des personnages, étaient ces personnages sans parfois en avoir toutes les caractéristiques. Et par exemple, un des critères les plus importants de ce point de vue-là, c'était le critère d'âge. On y revient un petit peu aujourd'hui, mais pendant très longtemps, c'était quand même difficile de faire jouer les jeunes premières par des actrices âgées. Eh bien, en fait, au XVIIe siècle, ça ne choquait absolument personne. Au contraire, en fait, on avait l'opinion que l'acteur grandissait dans son rôle avec l'âge et que à 80 ans, il était capable de jouer son rôle mieux que lorsqu'il avait débuté.
Donc c'est vraiment une vision complètement différente de ce qui existe aujourd'hui. Est-ce que vous avez, à la bibliothèque musée, un costume de cette époque-là? Avec l'accessoire et tout et tout? Non, en fait, il reste extrêmement peu de costumes, du XVIIe, XVIIIe siècle. Nous avons 2 costumes du milieu du XVIIIe siècle qui sont conservés au Centre national du costume et de la scène, qui est un musée qui se trouve à Moulins, qui est le dépositaire de notre, collection de costumes patrimoniaux. Et donc ces 2 costumes sont des costumes très particuliers puisqu'ils ont fait l'objet de recherche. C'était des costumes dits chinois. Ce sont des sortes de kimonos pour une pièce de Voltaire qui s'appelait L'orphelin de la Chine. Mais ce sont des exceptions absolues. Pourquoi? Tout simplement parce que comme les costumes étaient très coûteux, on les utilisait jusqu'à ce qu'ils ne soient plus portables. Ils disparaissaient, naturellement, du fait de leur usage. On conserve des costumes qui, au départ, n'étaient pas des costumes de théâtre, qui étaient des costumes de cour de l'époque Louis XV, Louis XVI, qui sont des costumes qui ont été donnés à la Comédie Française au XIXe siècle pour être portés sur scène pour jouer les pièces du XVIIIe siècle. Donc ils sont devenus des costumes de scène et ils sont d'ailleurs extrêmement beaux, en brodés, c'est absolument des costumes magnifiques. Mais non, nous ne conservons pas les véritables costumes de scène de ces époques-là, ou très peu. Quel est le plus ancien costume et bijou que vous avez dans la bibliothèque musée? Le plus ancien bijou qui sera présenté dans l'exposition est un bijou qui est très particulier. En fait, il est difficilement datable. C'est une couronne de laurier en papier. Et en fait, je pense que c'était un bijou absolument courant à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Pour jouer la tragédie, on en voit en fait sur des portraits. Par exemple, on en voit même une sur le portrait très célèbre de Molière par Nicolas Mignard, qui ne sera pas dans l'exposition parce que voilà, c'est trop compliqué de l'exposer. Mais Molière est dans le rôle de César de la mort de Pompée de Pierre Corneille, donc un rôle d'empereur, et il a le front ceint d'une couronne en laurier de couleur verte et non pas métallique comme on en voit souvent dans les portraits. Et à mon avis, ces couronnes étaient faites en papier comme celle que l'on présentera, qui est un exemple absolument rarissime puisque vous comprenez bien que comme ces bijoux étaient particulièrement fragiles, ils ne résistaient pas à l'usage et donc au bout de quelques représentations, il fallait probablement en changer. C'est un bijou qui est en papier et qui est d'une réalisation extrêmement fine et délicate. Les nervures de la feuille de laurier sont estampées à froid. Les feuilles ont été aquarellées. Il y a des baies aussi de laurier qui sont restituées avec des boules de coton. Enfin, c'est quelque chose de finalement très réaliste. Et je pense que c'est donc sans doute la pièce la plus ancienne et en tout cas extrêmement rare. De par sa fragilité, ces pièces-là ne survivaient pas par essence. À partir de quand le bijou de théâtre devient un bijou demandé par le théâtre? Pour les périodes anciennes, donc on parle presque d'archéologie du bijou de scène quelque part, XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, il suffit aussi de regarder dans les pièces. C'est-à-dire en lisant les pièces, on sait, quels bijoux sont nécessaires. Dans l'exposition, on aura aussi un registre d'archives qui répertorie, pièce après pièce, tout le matériel nécessaire. Et donc les bijoux sont notés. C'est un registre qui date du début du XIXe siècle. On voit que pour le répertoire du XVIIe, XVIIIe, un tiers des pièces de théâtre nécessitaient l'utilisation d'un bijou, ce qui est absolument énorme. Ces bijoux-là sont fournis par le théâtre. Bien sûr, au cours du temps, les choses vont évoluer parce que, avec les révolutions esthétiques de la scène, de plus en plus, on va demander quand même une certaine cohérence de la vision scénique. Donc, au contraire de ce que je vous expliquais précédemment, où l'acteur était finalement le seul maître à bord pour ce qui concernait la représentation du personnage et sa vision, sa représentation sur scène. À partir d'un certain moment, et notamment à partir de l'époque romantique, on va vouloir une vision globale de la scène, avec une recherche d'historicité des éléments et notamment du bijou. À ce moment-là, les acteurs vont être complètement débordés par les différentes demandes. C'est-à-dire que leurs finances personnelles ne pourront plus suffire à fournir à leur personnage l'attirail nécessaire, que ce soit costumes, bijoux,
armes également, armures, tout ça, c'était du ressort des comédiens. Donc petit à petit, le théâtre va de plus en plus financer ces éléments-là. Voilà, entraînés par l'évolution naturelle de la scène, les comédiens ne peuvent plus subvenir à ces besoins-là de la scène. Si je suis, cette évolution de la scène fait que, ben, le public aussi change, je suppose. Il est plus sur la scène à ce moment-là? Ah oui, tout à fait. Alors le public quitte la scène au milieu du XVIIIe siècle et au XIXe siècle, le bijou devient très important pour le public. On l'observe, on le commente, parce que justement, c'est un instrument qui va crédibiliser finalement l'image esthétique qu'ils ont sous les yeux. Comme on est dans une vision plus esthétique et plus historique aussi, comme certains éléments de costume, il y a un marqueur historique et géographique. Donc on y apporte beaucoup d'importance. On est vraiment dans un dialogue très étroit avec les acteurs, bien sûr, et puis avec les instances du théâtre qui fournissent ces éléments. Et donc, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple comme ça d'une pièce avec un acteur et un bijou? Je peux vous parler, par exemple, du diadème qui fait la couverture de l'exposition, enfin de la couverture du catalogue et l'affiche de l'exposition. En fait, c'est un bijou qui a servi à une comédienne très célèbre qui s'appelle Rachel, qui a débuté sa carrière en 1838 à la Comédie Française et qui a complètement révolutionné l'art de la scène, en particulier dans la tragédie classique. Donc c'était une comédienne qui avait un pouvoir d'incarnation absolument phénoménal, une présence sur scène qui électrisait les foules à tel point que le public finalement, ne venait que pour elle et un des éléments, de grande séduction de son art de l'actrice, c'était très certainement ses bijoux et donc ce diadème qui est représenté, c'est le diadème pour le rôle de Phèdre et précisément au premier acte de la pièce. En fait, Phèdre, c'est une des pièces, qu'elle a beaucoup jouées, donc on a beaucoup de représentations de cette actrice dans ce rôle et donc on peut suivre à travers l'iconographie, l'évolution du costume et du bijou au fil de la pièce. Donc elle avait probablement 3 couronnes ou diadèmes et celle-ci, celle qu'on présente, donc avec les perles et les camées, c'est, celle pour le premier acte. C'est un objet qui est d'une réalisation extraordinaire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le bijou de scène, effectivement, c'est un bijou qui est en toc, c'est-à-dire que souvent les matériaux ne sont pas précieux et néanmoins, ils sont d'une qualité de réalisation qui rivalise totalement avec la joaillerie. C'est un bandeau royal, haut à peu près de 7 centimètres, en tôle en argent doré et qui est entièrement, estampé avec une décoration, de feuilles d'acanthe. Il est percé de certis qui présentent des camées coquilles, c'est pas les camées les plus précieux. Après, leur réalisation est, extrêmement fine, exceptionnelle pour ce type de camée. Ce bandeau est surmonté d'un rang de perles. Là aussi, ce sont de fausses perles, mais elles sont, d'une très grande qualité de réalisation et leur montage aussi est totalement exceptionnel. Voilà, donc on est dans un objet qui peut tout à fait faire illusion, mais qui n'est pas en matériaux précieux. Ce qui est privilégié, c'est aussi le confort de la tête. Ce sont des bijoux qui sont souvent habillés sur l'arrière, là en l'occurrence de tissu, pour voilà, ne pas blesser l'actrice et pour pouvoir être portés relativement longtemps. Et aussi portés avec facilité. Les matériaux de substitution, c'est pour garantir la solidité, hein, parce qu'on joue avec ces bijoux, donc ils peuvent, entre guillemets, un peu valser sur le plateau. Donc on a tous ces critères qui entrent en ligne de compte. Et alors, cette couronne, elle était en bon état ou vous l'avez fait restaurer? Ces bijoux étaient en bon état. Après, ils étaient très encrassés et il manquait des éléments. Donc là, par exemple, sur cette couronne de Rachel, il manquait des perles. Les principes de la restauration, c'est la réversibilité, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on doit pouvoir revenir en arrière. Pourquoi? Parce que les méthodes changent tout simplement et qu'on s'est aperçu que ce que l'on pratiquait en restauration dans les années 1950, évidemment, aujourd'hui, on considère que c'est plus du tout d'actualité. Donc il faut qu'on puisse dérestaurer au besoin pour pouvoir faire autre chose, surtout en plus si les choses n'évoluent pas, correctement. Le deuxième principe, c'est qu'il faut savoir s'arrêter quelque part. Restituer l'image, sans pour autant trop restaurer. Il faut que l'œil ne soit pas gêné dans l'interprétation de l'objet. Donc là, en l'occurrence, il fallait restituer les perles. Alors, pour trouver des perles de substitution, bah, ça n'était pas évident. Donc, l'école a beaucoup travaillé aussi sur ces aspects-là. Et là aussi, c'était tout à fait neuf pour eux parce que trouver des vraies perles, ils savent faire. Mais en revanche, trouver de fausses perles, c'était toute une recherche.
Tout ça est documenté, hein, bien sûr. On sait exactement quelles sont les perles anciennes, fausses perles anciennes et fausses perles récentes. Donc, ce ne sont pas des perles incroyables qu'on est allé chercher dans des stocks anciens, parce que ça n'existe pas. Ce sont des fausses perles contemporaines, mais qui étaient exactement de la même couleur que les perles plus anciennes. Vous avez dit que le travail même de ces bijoux était d'une essence, joaillère. Donc là, vous avez parlé de camée et cetera. Je crois qu'il y a aussi des objets en trembleuse, comme les vrais bijoux en trembleuse. Oui, les techniques utilisées sont les mêmes qu'en joaillerie. Donc effectivement, on a un diadème avec des trembleuses. Alors là, ce ne sont pas des diamants, c'est du verre facetté. Voilà, on n'est pas dans quelque chose de précieux, mais en tout cas, la technique est effectivement exactement la même. Et on peut évidemment comprendre l'intérêt sur scène, alors qu'il y a un éclairage particulier, artificiel, que ça devait être absolument fascinant pour le public de voir ce diadème scintiller comme il devait le faire. Vous avez parlé de restauration. Au niveau de la conservation, je sais que les peintures, c'est à une certaine température, par exemple. Est-ce que les bijoux, comme ça, il y a une température, un éclairage à respecter? Est-ce qu'ils doivent, comme les vêtements, dormir au moins 2 ans après avoir été exposés 6 mois? Alors, c'est moins fragile. En fait, il y a des principes de conservation préventive qu'il faut qu'on respecte absolument, notamment, par rapport à l'oxydation des matériaux. Ça, c'est très important parce qu'en fait, ces bijoux étaient quand même encrassés aussi, du fait d'avoir été à l'air libre et cetera. Donc, il y a eu un gros travail de nettoyage. Donc ça, il va falloir absolument faire très attention à ce qu'ils ne se ternissent pas. Pour vous donner un exemple, le diadème de Rachel d'Anphèdre, il n'est pas particulièrement fragile. C'est-à-dire qu'on pourrait, après cette exposition, continuer à l'exposer. Ça ne serait pas, dommageable. En revanche, la couronne dont je vous ai parlé tout à l'heure en papier, là, il est totalement impossible de la réexposer à la suite de l'exposition. Normalement, il faut la mettre en réserve pendant 3 ans, effectivement, au-delà de cette période d'exposition. Ce sont des règles internationales. Dans cette histoire du bijou, du théâtre, il y a eu donc le moment où les artistes avaient leurs propres bijoux, le moment où le théâtre leur donnait les bijoux et à partir de l'époque romantique, vous m'avez dit. Et j'ai vu les expositions consacrées à Sarah Bernard où elle refaisait faire ses propres bijoux. Est-ce que du coup, il y a eu une, réversibilité de la tendance? Alors oui, en fait, je conçois bien que c'est compliqué comme histoire. Parce que ça n'est pas linéaire, en fait. On a sans arrêt des retours en arrière, des pratiques anciennes qui se perpétuent, enfin et on va le voir dans l'exposition. Ce sont des pratiques quelque part qui sont parallèles les unes aux autres. Donc il y a des grandes tendances, effectivement, celles que vous avez expliquées, mais il y a aussi des comédiennes qui continuent à porter des bijoux personnels sur scène pendant longtemps, donc voilà, on est dans quelque chose de complexe, en fait. Alors Sarah Bernard, effectivement, alors elle a une importance très forte, en fait, sur le plan du bijou de scène. Déjà parce que je pense qu'elle devait, mais adorer ça. C'est-à-dire que, dès, ses premiers rôles, on décrit ses parures. C'est vraiment quelqu'un qui est tout à fait, intéressé par l'art du costume et du bijou et puis parce qu'elle en a fait, aussi, une des caractéristiques de sa personnalité d'actrice. Il y a certains costumes de Sarah Bernard qui sont entièrement ornés de perles, de pierres, comme si, en fait, l'actrice se transformait elle-même en bijou, quoi. Et effectivement, Sarah Bernard, elle a fait appel à, des grands bijoutiers de son temps et des bijoutiers d'avant-garde, puisqu'on parle là, par exemple, de René Lalique, qui lui a conçu un certain nombre de bijoux de scène. Le bijou suit quelque part, l'art du costume puisque c'est aussi une période où les premiers grands couturiers, ceux qui ont pignon sur rue, vont habiller les actrices et les actrices vont se transformer un peu en modèles de ces personnalités, du monde de la mode en portant sur scène des costumes, qui sont en fait des costumes de ville. Donc on a un parallélisme entre, le bijou et le costume en la matière. Sarah Bernard, vraiment, elle va faire appel à quelques grands, joailliers. Est-ce que pour autant ces joailliers vont lui concevoir, des bijoux dans des matières authentiques? Non, toujours pour la même raison, en fait. On a conscience que le bijou est mis en danger par la pratique scénique. Il peut y avoir des opales fragiles, mais avec des structures métalliques qui seront, plus costauds que dans la joaillerie. Il y a une autre actrice qui fait comme elle?
Oui, il y a également Julia Barthès, qui, fait aussi appel à René Lalique. Elle a fait réaliser un diadème pour son rôle de Bérénice qui est absolument exceptionnel, avec, des incrustations d'ivoire, des matériaux, assez exceptionnels. Puisque vous gardez en mémoire tous ces costumes et ces, bijoux, combien avez-vous de pièces à la bibliothèque musée? Nous avons à peu près une quarantaine de bijoux de scène. Les bijoux, que nous conservons remontent à la fin du 18e, début 19e. La majorité sont des bijoux du 19e siècle, qui ont été donc portés par des grands acteurs comme Talma, comme Rachel, Sarah Bernard. Une petite collection de bijoux du 20e. Le dernier bijou de la collection en termes de chronologie est un bijou qui date de, 1986, qui est un diadème pour le rôle d'Esther dans la pièce de Racine, qui a été porté par, Martine Chevalier et Véronique Vella. C'est l'objet le plus contemporain que l'on conserve à la bibliothèque. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, le bijou, c'est souvent une chose qui est composite. Ce bijou dont je vous parlais, le diadème d'Esther, il est très intéressant pour ça parce qu'en fait, il utilise une structure ancienne de la fin du 19e siècle et il ajoute dessus des éléments plus contemporains, donc des sequins, récents, des perles en céramique, en lapis-lazuli, mais des choses beaucoup plus récentes, mais on réutilise l'ancien. Ce bijou de théâtre, il a souvent été aussi dépecé pour en faire d'autres. Donc c'est aussi comme ça qu'on alimente encore aujourd'hui l'atelier des costumes avec des éléments, anciens. Et du coup, c'est fait sur place? Oui, tous nos ateliers de fabrication de costumes sont sur place. Dans les étages au-dessus de la salle Richelieu, il y a, des ateliers, pour les costumes hommes, pour les costumes femmes, avec des ateliers spécifiques. Les modistes fabriquent les chapeaux, les lingères fabriquent la lingerie historique masculine. Donc il y a des ateliers qui s'occupent de tout ça. Et il y a un atelier spécial pour le bijou? Non, il y a pas d'atelier spécial pour le bijou. Alors, il y a un atelier éphémère de décoration avec une personne qui, vient, à la demande, qui n'est pas là en permanence et qui va s'occuper alors de la peinture, de la teinture également, textile et bien, il y a un stock à disposition, d'éléments, qui peuvent servir à des recompositions. Ce sont, les ateliers de fabrication, donc soit des costumes hommes, soit des costumes femmes, qui vont restituer un bijou de scène aujourd'hui. Comment vous décidez, dans votre fonds, des bijoux que vous n'allez pas toucher parce que c'est vraiment votre patrimoine et des bijoux que vous allez recycler pour la prochaine pièce de théâtre? Alors ça, c'est une question très intéressante. C'est une réflexion commune qu'on a avec la directrice des costumes. C'est-à-dire elle-même a tout à fait conscience du caractère exceptionnel de certains bijoux qui sont fabriqués dans les créations contemporaines, qu'elle peut décider de sanctuariser, en quelque sorte. Après, moi, ça m'est arrivé aussi d'aller chercher dans les stocks. Donc, j'ai extrait des stocks certains bijoux qui étaient potentiellement réutilisables, mais qui, en fait, étaient extrêmement anciens. C'est comme ça que j'ai retrouvé un des bijoux qui va être exposé, qui est le pectoral de Mounet Sully pour le rôle de Joad dans la pièce Athalie de Racine. Donc, un bijou de la fin du 19e siècle qui a une très belle histoire, très documentée à la Comédie Française. Et donc, en fait, il était encore dans les stocks. Parce que potentiellement, si on joue à Thalie un jour, on peut avoir besoin d'un élément comme celui-ci. Alors vous dites que l'histoire est très belle, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est qu'en fait, c'est le plus ancien bijou et, je pense, le plus ancien élément de costume documenté dans nos collections. C'est un bijou tellement important par rapport à l'esthétique de la pièce que dès le milieu du XVIIIe siècle, on trouve des archives qui témoignent de sa commande par le théâtre dans le respect, on va dire, de la description qui en est faite dans l'Ancien Testament. La vérité du bijou est essentielle pour rendre le personnage crédible. Donc, c'est un bijou qu'on suit dans la mesure où on a des factures régulièrement qui témoignent de sa fabrication, de sa réparation, des réflexions qu'on peut faire sur peut-on ou non refaire ce bijou, sachant qu'il est extrêmement coûteux à réaliser, jusque finalement dans cette dernière période de la fin du 19e siècle où on a une maquette de costume qui représente le bijou, le costume lui-même et on a retrouvé le bijou lui-même. Quand c'était pas le théâtre qui fabriquait les bijoux, donc ils étaient fabriqués par
d'autres personnages, d'autres spécialistes. Je suppose que c'est pas si facile que ça de créer un bijou de théâtre. Oui, alors en fait, ça n'est finalement que récemment qu'on s'est mis à fabriquer du bijou, dans les ateliers de la Comédie Française. Au 19e siècle, il y avait des fabricants spécialisés dans le bijou de scène. Alors dans le catalogue de l'exposition, vous verrez qu'il y a un article extrêmement intéressant de Sabine Lubliner-Matatia sur ce sujet-là. Elle a vraiment, étudié très précisément cet aspect-là. Donc il y avait beaucoup de fabricants qui étaient souvent d'ailleurs des fabricants, qui s'occupaient aussi bien du bijou de scène que, des objets sacerdotaux par exemple, du mobilier, voilà ecclésiastique. En fait, il y avait une énorme demande à cette époque-là, pour, les bijoux de théâtre puisque toutes les scènes réclamaient des bijoux de théâtre et beaucoup en grand nombre, en quantité. Les acteurs changeaient de bijoux au cours d'une pièce donc, il y en a eu énormément, en fabrication, à cette époque-là, ce qui est moins le cas aujourd'hui. D'autant que, forcément, quand on est allé au théâtre, on était spectateur, donc loin. Aujourd'hui, certaines pièces de théâtre, on va les voir au théâtre, mais elles peuvent aussi être transcrites à la télé, ce qui fait qu'un détail petit, on peut le voir. Là, le bijou de théâtre, une couronne, il faut quand même qu'on la voie, je suppose, donc elle doit être assez grande, en même temps, elle ne doit pas être trop lourde, elle doit être résistante. Il y a quand même des barèmes très compliqués. Bah, en fait, je dirais que la plus grosse différence entre le bijou de scène et le bijou, de ville, c'est son caractère d'historicité. Au 19e siècle, on situe les pièces dans le temps et sur le plan de l'espace également. C'est-à-dire que le bijou, il doit refléter un espace spatio-temporel. Donc ce ne sont pas des bijoux qu'on porte au quotidien. Quand on va, commander à son fabricant bijoutier, une couronne orientale parce qu'on en a besoin pour jouer, Sémiramis, par exemple, c'est pas du tout un bijou qu'on porterait, pour aller au bal. Il y a des spécificités vraiment esthétiques et puis oui, sur la visibilité de ces bijoux, les pierres sont complètement, énormes. On peut se le permettre puisqu'elles sont en verre. La monumentalité, c'est pas seulement la taille, c'est aussi, l'expressivité quelque part des matières qui sont, employées, qui sont donc plus importantes que dans le bijou précieux. Et dans ces fabricants qui existaient au 19e, est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Non, ça c'est un métier qui a complètement, disparu. Il y a, encore quelques maisons qui louent des bijoux, qui sont d'ailleurs souvent des maisons qui ont racheté des stocks anciens, mais il n'y a plus de fabrication. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui sont des collectionneurs de bijoux de théâtre? Très certainement, parce que, il y en a qui passent en vente, assez régulièrement. Et donc vous, quand vous voyez passer des bijoux ou des costumes qui ont été Comédie, Française, est-ce que vous les rachetez? Honnêtement, je crois que ça ne s'est pas présenté jusqu'à maintenant, depuis que je travaille ici. Il y a eu une fois, en fait, quelque chose qui est très proche, ce sont les armes, parce que, c'était aussi les mêmes fabricants qui fabriquaient les armes et les bijoux. On a vu passer un poignard de Rachel, de théâtre, puisqu'en fait la lame était rétractable, donc ça c'est une caractéristique. Mais, je n'ai pas réussi à l'acheter tout simplement, puisque je n'avais pas assez de moyens. Donc ça veut dire que, ça coûte cher? Alors, quand ce sont des objets qui ont appartenu à des comédiens célèbres, oui. C'est-à-dire que là, on est, dans un cas, d'un objet, qui a tout un pédigré, qui a une histoire. Donc là, évidemment, ça oui, bien sûr. Alors parmi tous ces bijoux de théâtre, lequel préférez-vous? Alors paradoxalement, je préfère un bijou dont on ne sait pas par qui il a été porté et qui est très certainement dans la collection de la Bibliothèque Musée depuis très longtemps et qui est un bijou d'une réalisation totalement exceptionnelle. On sait que c'est un bijou de scène parce que, justement là, les matériaux sont, composites, ce sont des fausses perles. En fait, c'est un peigne surmonté d'un rang de minuscules perles montées sur une cantille qui est entièrement, enroulée, autour d'un jonc, en fait, métallique et qui est d'une réalisation d'une finesse, mais exceptionnelle puisqu'il y a une polychromie des ors. Il y a 3 ors différents qui sont employés, vert, rose et jaune et donc en fait, à la restauration, c'est ça qui a été prodigieux, c'est qu'on a vu réapparaître cette polychromie qui avait disparu avec le temps, par, l'encrassement de la pièce et je trouve que c'est d'une finesse, mais incroyable et c'est quelque part, là aussi, tout le paradoxe du bijou de scène. C'est-à-dire que, oui, comme on le disait, ce sont des objets qui sont faits pour être vus de loin, donc il faut qu'ils aient une certaine monumentalité et en même temps, ils sont pleins de détails qui s'apparentent à, de la joaillerie
pour leur pouvoir d'incarnation, pour être au service du comédien. Et c'est ça qui est extrêmement émouvant. Et ce qu'on a souvent trouvé sur ces bijoux, c'est qu'ils observent une pratique très commune dans les arts joailliers, qui est qu'en fait, l'objet est réalisé avec autant de soin au verso que sur la face visible. Mais c'est le cas, en fait, pour la plupart des bijoux de scène. Ça montre vraiment à quel point c'était quelque chose d'important, en fait, pour le comédien dans la pratique de son art. Dans la page du podcast, je mettrai le lien pour la bibliothèque musée et pour l'exposition. Merci beaucoup, Agathe. Merci beaucoup, Anne. Ainsi se termine cette histoire des bijoux de théâtre. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. J'émets en alternance sur ce podcast Le Bijou comme un bisou, mais aussi sur le podcast thématique Il était une fois le bijou et Brillante, le podcast des femmes de la joaillerie. Alors je vous donne rendez-vous dimanche et n'oubliez pas de vous abonner pour savoir où écouter votre histoire de bijoux. Faites-moi plaisir, soutenez-moi en mettant des avis et des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, en vous abonnant et en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Je vous souhaite une jolie semaine et plein de bisous comme un bijou.